Eh bien coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ellen Wonderbooks pour changer. À chaque fois je vous dis le nom mais je pense que vous commencez à connaître quand même. Et alors cette fois-ci j'ai décidé de faire un petit bilan de 2022 puisque je ne l'ai pas encore fait vu que ces derniers mois ont été très chargés. C'est vrai que j'ai pas du tout eu le temps de faire un bilan de mes lectures de l'année dernière à tel point que j'avais presque oublié ce que j'avais lu. Donc il a fallu quand même que je revienne un petit peu en arrière. Alors petite précision, vous avez cette espèce de décor d'hôpital éminemment moderne me direz-vous, puisqu'on appelle ça du minimalisme. Et qu'en fait vous allez peut-être avoir sur les prochaines vidéos parce que je viens de déménager, voilà. Pardon, j'ai la voix qui a chevroté, je sais pas pourquoi, parce que je suis très contente d'avoir déménagé. Et en fait, effectivement, le problème c'est que pour l'instant il n'y a rien, c'est-à-dire que j'ai même pas de mobilier, j'ai juste une table en plastique. Et donc forcément, vous allez devoir faire avec le minimalisme pendant un petit bout de temps. Pas forcément longtemps, parce que je suis quand même pas comme ça. Mais oui, de toute façon, avec les couvertures de livres qui vont s'afficher, je sais jamais si c'est à droite ou à gauche, ça meublera un petit peu ce mur un petit peu tristounet. Voilà. Sur ce, je vais aller voir si je peux pas allumer la lumière, parce que si j'ouvre les rideaux, c'est trop lumineux. Et en les fermant, c'est trop sombre ici. Je vais essayer de voir ça. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus équilibré, donc écoutez, on va faire avec. Alors tout d'abord je voulais vous dire que après avoir revu la liste de mes lectures de 2022, j'ai l'impression de ne pas avoir eu tant de coups de cœur que ça par rapport aux années précédentes, mais je ne suis pas revenue dessus donc c'est peut-être trompeur. Je vais donc vous parler avant tout de mes quelques coups de cœur, de mes excellentes lectures également, puisque je pense qu'elles valent la peine d'être citées, et puis des quelques déceptions que j'ai eues. Il n'y a quand même pas eu beaucoup, faut pas croire, voilà. Et donc je voulais commencer avec Le Jardin secret de Frances Burnett, que j'ai étonnamment beaucoup aimé. Pourquoi étonnamment? Parce que en sachant que c'était l'autrice de Princesse Sarah, il y en a un autre aussi, je crois que c'est Le Petit Lord, mais je ne suis plus sûre, en tout cas de tous ces classiques de la littérature enfantine, j'avais peur effectivement d'être un petit peu, comment dire, d'être un petit peu distancée par le langage enfantin, par ce type de choses, et ça n'a pas du tout été le cas. Non seulement la lecture était hyper agréable, hyper prenante, j'avais l'impression d'être là avec les enfants, et franchement j'ai adoré cette histoire. Alors je veux juste revenir très vite sur le résumé, puisque c'est en fait l'histoire d'une petite fille anglaise qui habite avec ses parents en Inde, et qui suite à une épidémie de choléra va perdre l'ensemble de sa famille qui vivait avec elle, et va devoir rentrer en Grande-Bretagne pour habiter avec un oncle qu'elle ne connaît pas, mais qui va pouvoir s'occuper d'elle. Et en fait, pendant ce temps-là, elle va découvrir un endroit du monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne comprend pas, et elle va découvrir la poussée des fleurs, les odeurs des saisons. En fait, elle va apprendre à vivre tout simplement. Et au fur et à mesure en fait, qu'elle s'épanouit dans cette nouvelle vie, dans cette vie où effectivement elle n'est plus constamment malade et constamment servie, elle va, en fait c'est un petit peu comme l'épanouissement d'un jardin, c'est-à-dire que c'est métaphorique et également très réaliste en fait par rapport à la situation. Et j'avoue que j'ai été vraiment très agréablement surprise. Je l'ai classée dans mes coups de cœur, parce que non seulement j'ai été surprise, mais c'est une lecture que j'avais du mal à lâcher. J'avais du mal à m'empêcher de sourire en fait dans beaucoup de passages. Vraiment c'était très agréable, très poétique, très léger en même temps, et ça fait partie des rares livres que je qualifierais de feel good, puisque comme vous le savez, en général les feel good c'est pas, en tout cas ce qu'on classifie dans les feel good en général c'est pas trop mon truc, mais je ne sais pas si ce livre en est un, mais en tout cas moi au moment de la lecture je le qualifierais comme tel parce qu'il m'a fait me sentir très bien, et ce n'est pas négligeable. Dans une catégorie complètement différente, l'une de mes dernières lectures qui était Les meurtres de Molly Southbourne de Tadé Thompson, que j'ai absolument adoré, je l'ai dévoré à une période où pourtant je commençais à beaucoup ralentir mes lectures, non pas tant les lectures, le nombre de livres, mais surtout mon rythme de lecture. Et effectivement j'ai adoré ce livre de science-fiction horreur qui nous raconte en fait l'histoire de Molly Southbourne dès le début, qui est en train de maintenir une femme en cage et qui décide de lui expliquer en fait l'histoire de sa vie. Et au fur et à mesure qu'on découvre l'histoire de sa vie, on va comprendre pourquoi, comment est-ce qu'elle en est arrivée à l'introduction du livre en fait, qu'est-ce qui fait qu'elle a attaqué cette femme pour
au final l'enfermer, mais aussi lui raconter sa vie. Et pareil, j'en ai beaucoup parlé, donc ça je vais directement vous mettre le lien. Et effectivement, j'ai absolument adoré celui-ci aussi. Il fait aussi partie de mes coups de cœur. J'ai beaucoup adoré le côté science-fiction parce que Molly a une condition en fait, qu'on a beaucoup de mal à comprendre dès le début et qu'elle-même a du mal à comprendre. Et au fur et à mesure qu'elle essaye d'en savoir plus, d'en découvrir plus et d'en découvrir plus aussi sur sa famille, sur pourquoi est-ce qu'elle a cette condition justement. Elle va aussi mener certaines études médicales pour essayer de comprendre le problème et ce qu'on découvre avec elle est franchement fascinant. Tout est très détaillé, c'est-à-dire qu'on a droit à vraiment toutes les théories, tout ce qui vient avec. C'est vraiment très particulier. C'est dans un futur, mais en même temps qui n'est pas spécialement futuriste. Et du coup, ça rend, je trouve, l'histoire très crédible. Les explications sont plutôt crédibles. Pas forcément qu'on s'attendrait à ce que ça arrive là au coin de la rue. Hein. Mais en tout cas, ça fait que l'histoire coule de source. J'ai pas forcément trouvé les personnages très attachants. Mais je pense que ça n'était pas le but. Puisque le caractère de Molly elle-même, plutôt agressive, plutôt sur la défensive, puisqu'effectivement elle doit toujours se protéger, toujours faire attention à tout, fait que je pense que ça se comprend parfaitement. Donc je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Alors j'ai aussi aimé la fin, parce que des fois on peut être déçu par la fin. Donc là-dessus je n'ai pas eu de problème du tout. Et il semblerait qu'il y ait 3 suites. 3 volumes en tout cas qui suivent. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus pour savoir s'ils ont tous été traduits ou pas. Il me semble qu'au moins le deuxième l'a été. Et donc c'est quelque chose en 2023 que je compte bien lire, bien entendu. Livre suivant, encore une catégorie super différente, c'est Voyageurs en terre du milieu de John Howe, qui est l'un des illustrateurs les plus célèbres du Seigneur des Anneaux. Et il s'agit en fait du livre de ses croquis pour le film Le Seigneur des Anneaux, avec explications, avec les histoires. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que non seulement il y a des illustrations en couleur, des illustrations en fait des copies de ses peintures, mais il y a aussi les croquis préparatifs, les différentes étapes selon les dessins. Et ce livre est un pur régal visuel. Alors si vous aimez l'art, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, franchement n'hésitez pas parce que il est sublime, voilà. Et d'ailleurs aussi les croquis sont très intéressants en soi et je pense que quand on pratique l'art, ça peut être aussi sympa à ce niveau-là. J'ai pas encore testé, je vous dirai, mais je compte bien effectivement en reproduire quelques-uns, ne serait-ce que pour m'entraîner sur ce type de graphisme, voilà. Sinon, pour mes coups de cœur en graphique, j'en ai aussi choisi 3. Donc d'abord, il y a le tome 2 de Nain. Je crois que c'était Ordos du Talion. Zut, je me rappelle plus du titre. Bref, je vous le mettrai de toute façon. Et effectivement, encore une fois, comme pour le premier volume, j'ai adoré le fait que sur aussi peu de pages, on puisse avoir une histoire aussi dense, aussi intense. Les graphismes sont absolument merveilleux. Et sincèrement, je l'ai dit plusieurs fois, je veux continuer cette série. Et pourtant, j'en ai lu un tome l'année dernière, un tome cette année. Ce sont des BD, donc sur le principe, il y a très peu de pages. Et effectivement, avec mon ralentissement de ces derniers mois, malheureusement, j'ai toujours pas avancé. J'ai un petit peu honte, surtout pour des trucs aussi courts. Mais voilà. Eh bien, écoutez, pour 2023, ça fait partie des résolutions. On va avancer cette foutue série qu'en plus, j'adore. Sinon, j'ai également noté RIP. Ça, c'était plutôt une surprise puisqu'en fait, je ne savais rien sur la bande dessinée, à part le nom qui m'a intriguée, forcément, quand on aime un petit peu les trucs d'horreur, etc. Et les graphismes aussi, puisqu'ils étaient assez sombres, un côté un petit peu glauque. Et pareil, j'ai beaucoup aimé RIP, qui nous raconte en fait l'histoire d'une équipe de nettoyeurs, c'est-à-dire de personnes qui vont nettoyer après qu'un cadavre ait été retiré, quelle que soit la raison en fait pour laquelle le cadavre a été... pour laquelle la personne est morte, c'est-à-dire que ce soit un meurtre, que ce soit un suicide, que ce soit... Et donc, après que le cadavre ait été retiré, que la police ait fait son travail, eux, ils viennent et puis ils nettoient donc, tout ce qui reste, quoi. Hein. Et donc, effectivement, c'est un job que pas beaucoup de personnes veulent faire. Et cette équipe est un petit peu une équipe pas de bras cassés, mais plus de personnes avec un passé très... pas forcément très recommandables, qui n'ont pas forcément eu le choix que de se retrouver là, enfin. Et effectivement, on découvre au bout d'un moment que chaque volume va s'attarder sur l'une des personnes de l'équipe parce qu'il va y avoir un événement vers le milieu de l'histoire
qui va prendre une énorme importance et en fait on va se rendre compte qu'on a le point de vue que d'une seule personne et que sur les autres volumes on va avoir le point de vue du même événement à travers les yeux des autres personnages. Voilà. Donc les graphismes j'ai beaucoup aimé, comme j'ai dit il y a un petit côté un peu macabre et glauque qui, enfin c'est assez particulier. L'histoire j'ai beaucoup aimé et encore une fois il va falloir que je continue les volumes suivants, ça fait un petit moment que je le dis. Donc voilà, on réitère la même chose que pour précédemment. En troisième j'ai mis la biographie d'Alice Guy, c'était par Bokeh et pareil je vous mets le machin. Je suis désolée, alors en plus enfin en ce moment ça m'arrive déjà en général, mais c'est vrai qu'en ce moment avec le déménagement et tout, j'ai tendance à perdre mes pensées dans le vide intersidéral. Hein, voilà, donc s'il y a des moments où ça part un petit peu, je suis désolée. Donc Alice Guy, pourquoi? Parce que comme toutes les biographies en tout cas que j'ai lues pour l'instant de ces deux auteurs, il y a eu Joséphine Baker et je suis persuadée qu'il y en a un autre, je ne sais plus lequel, mais j'ai beaucoup aimé, j'aime bien les graphismes et puis j'aime beaucoup le fait en fait qu'ils s'attardent sur ces personnages de femmes en fait au destin assez exceptionnel. Alice Guy est la première Bah, c'est fini les sirènes là, on se croira à New York. Ok, c'est bon, il s'en va. Alice Guy a été la première réalisatrice de films au monde. Hein. En même temps, c'est un petit peu limité le cinéma à l'époque. Hein, mais c'est vrai que c'est très intéressant de découvrir son histoire, découvrir son parcours, puisqu'elle a quand même fréquenté et travaillé avec des gens comme Gustave Eiffel, comme Gaumont, comme enfin toutes ces personnes-là. Et donc, elle a découvert la photographie, le cinéma, l'architecture du fer, vraiment à ses tout débuts, vraiment à son développement. Et effectivement, de voir tout ce qu'elle a été capable de faire, surtout à cette époque-là où les femmes, on ne les laissait pas trop passer dans ce genre de rôle, mais qu'elle a réussi à se faire une place, qu'elle a réussi à faire énormément de choses. Elle a fait plusieurs centaines de films, je ne me rappelle plus du nombre, mais c'est un truc assez faramineux. Et de savoir que de nos jours, en fait, on commence à la réhabiliter, mais depuis juste pas longtemps du tout. Et que en fait, la plupart de ces films ont été relabellisés sous le nom d'autres personnes, bien entendu, tous des hommes, voilà. Et que donc, en fait, on commence à peine à redécouvrir l'étendue de son travail qui lui a été plus ou moins pris sous prétexte que c'était une femme, voilà. Donc, c'était absolument passionnant. Après, je suis un petit peu biaisée parce que, comme je l'avais expliqué lorsque j'ai parlé de ce livre, j'ai vraiment un très fort intérêt pour le 19e siècle, pour tout ce qui est invention, machinerie, en particulier le cinéma, la photographie, tous ces mécanismes, en fait, tout ce qui est les automates, en fait, tout ce qui nous permet d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, mais d'en voir les débuts, d'en voir les mécanismes, d'en voir la formation, je trouve ça passionnant. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, si vous aimez ce type d'histoire, si vous aimez en apprendre sur des femmes méconnues, malheureusement, alors qu'elles ont fait beaucoup de choses, si vous voulez aussi apprendre des choses sur l'histoire du 19e siècle, l'histoire des technologies, franchement, allez-y, c'est vraiment très bien foutu. Et puis leur biographie, en général, c'est des pavasses, hein, donc c'est, même si c'est du graphique, ça équivaut à un roman facile. Hein, voilà. Donc Joséphine Baker, je crois que c'était 600 pages, et celui-là, je crois qu'il en fait 400, un truc comme ça, donc... Ça meuble, hein. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de revenir sur mes excellentes lectures. Donc là, on n'est plus sur des coups de cœur, mais quand même des lectures très bonnes qui, je pense, doivent être mentionnées parce que ce sont des livres que je vous conseille, bien entendu, même si je vous les ai déjà conseillés avant, mais c'est pas grave. Et on va commencer avec Ring Shout de Jelly Clark, mais il me semble que ces derniers temps, beaucoup de gens en parlent sur Booktube, hein, donc très certainement que vous connaissez déjà. Ring Shout qui est un roman de fantasy, mais qui... Enfin de fantasy, oui, de fantasy en fait, une uchronie, il me semble. Je suis pas très pro de la fantasy, hein. C'est-à-dire qu'on revient dans un passé dont certains événements ont été modifiés ou ont été changés, encore que... Et en fait, on voit une sorte d'invasion zombie, mais qui en fait sont les membres du Ku Klux Klan et qui persécutent les Noirs de l'époque, qui eux essaient de se défendre à coups d'épée, à coups de... Voilà, donc il y a le côté fantasy, hein, et même horreur avec... Et pourquoi Ring Shout? Parce qu'effectivement ça tourne autour de la... Je l'ai lu il y a quasiment un an, hein, puisque c'était en janvier dernier, donc enfin de 2022, donc je suis désolée si je me rappelle pas bien de l'histoire, mais Ring Shout c'est par rapport aux cérémonies qu'ils font, ces cérémonies religieuses, il me semble que c'est d'origine dominicaine.
Oui, il me semble que c'est d'origine dominicaine et effectivement qui leur permettent de communiquer avec les esprits et d'obtenir leur pouvoir. Alors pourquoi cette histoire était très bien? Alors il me semble que c'est un jeunesse, mais je suis pas sûre, hein. Parce qu'il y a l'élément horrifique, bien entendu, qui avec moi en général me fait gagner des points. Il y a le côté fantasy qui je trouve a été très bien exploité sur un côté magique, mais qui d'une certaine façon est très rattaché à un certain réalisme, puisque le fait que les monstres, les zombies, en fait, soient en fait des humains et qu'on représente leur haine de l'autre et leur méchanceté à travers la représentation en tant que monstre, qui fait que eh ben, en fait, c'est très facilement imaginable, puisque c'est plus une métaphore en fait d'événements réels qu'autre chose. Les personnages étaient très attachants, ça j'ai beaucoup aimé. Et en fait, toute l'histoire part d'un film qui s'appelle Naissance d'une nation, qui aurait lobotomisé en fait les gens qui l'auraient regardé. Or, je ne savais pas qu'en fait ce film existe vraiment. D'ailleurs, on peut le trouver, je ne l'ai pas encore vu, mais par curiosité, j'aimerais bien le voir, mais on peut le trouver facilement. Par curiosité, tout simplement parce que j'aimerais savoir comment un film a réussi à faire renaître un groupe comme le Ku Klux Klan. Comment est-ce qu'un film a réussi à attiser cette haine, à la multiplier, à la répandre, alors qu'à l'époque, le Ku Klux Klan était un groupe qui était quasiment éteint. Et c'est ce film, en fait, apparemment, qui a relancé tout ça. Voilà. Donc bien entendu, je le conseille par rapport au contexte, par rapport au fait que d'ailleurs, si vous aimez bien la fantasy, mais que vous avez du mal justement avec les livres réalistes, c'est l'occasion ou jamais, puisque c'est vraiment un très bon mélange des deux. Et j'en profite justement pour passer à ma deuxième lecture excellente, puisque elle aussi mêle beaucoup, sur une thématique assez semblable d'ailleurs, tout ce qui est science-fiction, fantastique et réalisme, puisque là je vais vous parler de Lien de sang d'Octavia Butler. Un écrivain que j'ai découvert sur la chaîne de l'Olifant et dont j'ai commencé à lire quelques nouvelles plus ce roman, et pour l'instant je n'ai aucune déception. Je suis en train de me régaler absolument avec cette autrice. Lien de sang en fait nous raconte l'histoire d'une héroïne qui a des sortes de malaises qui la font remonter dans le temps et qui la font revenir en fait à l'origine de ses ancêtres. Ses ancêtres qui étaient majoritairement des esclaves dans des plantations dans le sud des États-Unis. Et donc elle va découvrir une partie de son histoire, elle va découvrir une partie aussi de la façon de vivre de l'époque à cause de ces malaises qu'il envoie à chaque fois dans le passé. Elle ne sait jamais par contre combien de temps ça va durer, elle ne sait jamais comment revenir. Et c'est le hasard qui fait qu'elle va rester sur des périodes plus ou moins longues et qui vont donc la forcer en fait, au cas où elle ne puisse pas repartir ou elle doit rester là longtemps, à s'adapter, à apprendre à vivre de la même façon que les gens vivaient à cette époque-là et à subir tout ce que subissaient les esclaves à cette époque-là. Voilà. Donc il y a des moments qui sont très durs, mais c'est un excellent roman, une excellente histoire, très très intrigante, puisqu'effectivement il y a toujours ce doute de savoir est-ce qu'elle va rentrer, pas rentrer, jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va pousser. Ce sont des choses vraiment très particulières et que j'ai trouvé non seulement originales mais vraiment d'actualité encore de nos jours malgré tout, puisque même si l'esclavagisme n'existe plus, mais les conséquences sont encore là, voilà. Donc peut-être un petit comment dire en français, pour remettre en mémoire, on va dire en mémoire à des personnes actuelles, quelque chose qui s'est passé et que malheureusement des fois on a tendance à oublier parce qu'on ne les retrouve plus que dans des livres d'histoire. Voilà. Le suivant dont je voulais vous parler, c'était La mort d'Olivier Bécaille, petite nouvelle d'Émile Zola, idéal si vous voulez découvrir l'auteur, et qui comme d'habitude a une écriture absolument merveilleuse. Je suis en train de renouer avec Zola ces dernières années, que je n'avais pas de problème avec lui avant, mais c'est juste que je l'avais lu à l'école, puis je m'en foutais un petit peu parce que ça m'avait pas marqué plus que ça, mais ça m'avait pas déplu, voilà. Et là, je suis en train de le redécouvrir et surtout de découvrir sa plume. Enfin, sincèrement, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas été sensible avant. Des fois, hein, on évolue bizarrement. Et donc, du coup, effectivement, j'ai aussi décidé de faire certaines petites nouvelles pour ne pas faire que les Rougon-Macquart et ce type de choses. Et La mort d'Olivier Bécaille était franchement passionnante. On se retrouve avec Olivier Bécaille, comme son nom l'indique, qui est enfermé entre 4 planches puisqu'il est enterré. En fait, il est dans son petit cercueil. Et il entend absolument tout ce qui se passe autour de lui, mais il ne peut pas bouger, il ne peut pas réagir, il ne peut
qu'écouter. Et donc on est enfermé avec lui dans cette boîte où en fait il ne sait pas ce qui se passe puisqu'il ne peut qu'entendre les bruits, les voix, les conversations, mais il ne sait pas en fait réellement ce qui se passe puisqu'il ne voit pas, bien entendu, il est un petit peu enfermé. Et le but de l'histoire, c'est aussi de savoir est-ce qu'il est mort et en fait c'est son esprit qui réussit à tout entendre, ou est-ce qu'il est vivant et ils l'ont enterré là. Voilà, donc c'est toujours un petit peu... mais c'était très prenant et il y avait un côté très étouffant en fait. Ça prouve que c'est bien écrit parce qu'on était vraiment avec lui dans cette boîte à se dire mais qu'est-ce qui se passe, à essayer de comprendre, juste des fois avec les bruitages, les bruits au loin, de se dire oh là là, comment est-ce qu'on fait, enfin c'est... voilà, c'était très particulier. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle d'Émile Zola pour commencer, pour découvrir, et puis surtout parce que c'est aussi assez original par rapport à ce qu'il écrit d'habitude au niveau des thématiques. Voilà. Les deux suivants sont des romans coréens que j'ai lus l'été dernier quand je suis allée en Corée justement, et pareil, dont je vous ai parlé. De toute façon, je crois que je vous ai parlé de tout, en même temps vu le rendement que j'ai eu. Il y avait Kim Ji-young, né en 1982, que j'ai adoré, un livre sur la condition des femmes en Corée, décrite à travers un personnage qui fait une sorte de crise d'identité, de crise un petit peu psychotique au début du roman, et on va revenir en fait sur toute son histoire en tant que femme en Corée depuis son enfance. Voilà, donc très très intéressant, très très instructif, nous apprend beaucoup sur la condition des femmes en Corée du Sud, parce que je dis Corée mais bon, bien entendu c'est la Corée du Sud, hein, la Corée du Nord, bon, on ne sait pas grand chose, et je pense que c'est bien pire que ça. Mais en même temps qui éclaire aussi pas mal sur la façon de voir et les points de vue de certains pays de l'Est asiatique qui le veuillent ou non, ont quand même certains points communs, dont ça d'ailleurs, puisque je le vois ici tous les jours au Japon, et en même temps qui, quand on est une femme, qui nous rappelle quand même beaucoup de choses aussi, parce que alors soyons honnêtes, chez nous, il y a une petite émancipation un petit peu plus accélérée, ou peut-être un petit peu plus tôt, qui fait que maintenant on est un petit peu plus... On a des meilleures conditions qu'eux, on va dire, mais il y a quand même beaucoup trop de choses reconnaissables, que même si on ne les a pas forcément eues à la même échelle, on les a forcément eues, même si c'est à une petite échelle, voilà. Donc ça montre aussi que... On n'y est pas encore, hein. Il y a encore pas mal de choses à régler, voilà. Un excellent roman, hyper bien écrit, malgré le sujet, des scènes très drôles. J'ai passé un très très bon moment, et si vous voulez découvrir la littérature coréenne, sincèrement, ça a été vraiment, je trouve, un très très bon choix de ma part. Ensuite, il y a eu Ma mémoire assassine. Alors celui-là aussi, je l'ai adoré, puisqu'en fait, il s'agit du journal d'un homme âgé qui commence à être atteint d'Alzheimer, donc qui perd la mémoire, et qui écrit pour justement pouvoir le relire et ne pas perdre la mémoire, pour en fait pouvoir garder pied dans sa vie, mais qui en fait était un tueur en série dans sa jeunesse. Voilà. Donc il se rappelle aussi de ces moments-là, il se rappelle un petit peu de comment il l'a vécu, pourquoi est-ce que les choses ont changé dans sa vie, il a une famille. Et il y a plusieurs choses comme ça, enfin il a une famille, façon de parler, et effectivement il y a certaines choses comme ça, et on va suivre en fait son esprit qui se dégrade au fur et à mesure, ses mémoires qui se dégradent, et c'est terrible en fait parce que c'est génial, parce que ça permet effectivement de mettre le doigt sur la maladie d'Alzheimer, de mieux la comprendre puisqu'on lit un journal, donc on a l'impression d'être un petit peu à sa place, et en même temps aussi sur le cas de conscience qui fait que c'est un tueur, mais ses souvenirs n'étant plus ce qu'ils étaient, ses souvenirs changeant, et est-ce que vraiment on peut... C'est bizarre à dire comme ça, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir de ce qu'il a fait? Bien sûr. La question ne se pose même pas. Mais ce que je veux dire, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut appréhender, est-ce que on se sent coupable en fait de finir par avoir de la sympathie pour cet homme avec ce qu'il a fait. Donc c'est très original, c'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé la thématique. Bien entendu, s'il fait partie de cette liste, c'est que j'ai autant aimé la thématique que l'écriture, parce que sinon s'il y en a un des deux qui me gêne, bon ça va être coup-ci coup-ça, quoi. Voilà. Donc en tout cas pour moi très très bonne lecture que je conseille sans souci. Et il y en a une que j'ai oubliée, que j'aurais pu mettre un petit peu avant, puisqu'on revient encore sur les mêmes thématiques. Il s'agit de Moi Tituba, que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors celui-là, je l'ai lu vers la fin de l'année, justement quand je faisais mon blocage de lecture,
Voilà, c'est l'un des derniers que j'ai réussi à lire quand même assez facilement. Je crois en fait que les livres que je me suis choisis en automne, j'étais juste pas dans le mood, c'était pas le moment et du coup j'avais pas envie. Et voilà, fallait que je choisisse autre chose. Quand j'ai pris celui-là, histoire de changer un petit peu des autres, je l'ai lu sans difficulté, voilà. Donc moi, Tituba nous raconte l'histoire imaginée, hein, puisqu'on ne sait absolument rien de cette femme. Tituba qui avait été l'une des premières accusées dans le procès des sorcières de Salem, qui avait été accusée d'avoir influencé, d'avoir jeté des sorts sur les petites filles qui étaient soi-disant possédées, et qui en fait, il s'est avéré que c'était elle qui racontait aussi tout et n'importe quoi. Et donc on suit l'histoire de cette femme depuis la Barbade où elle habitait, dans son enfance, dans sa jeunesse. Et c'est une histoire par contre qui est inspirée par des choses qui arrivaient régulièrement à l'époque. Donc ça ne sort pas de rien, ça n'est clairement pas sa vie, puisque comme je l'ai dit, on ne sait rien d'elle. Il y a juste une ligne, il me semble, sur les registres des procès de Salem, et on sait juste qu'effectivement elle a été la première ou l'une des premières accusées, mais c'est à peu près tout, voilà. Mais c'est une biographie très romancée, qui est crédible dans le sens où elle mélange des croyances, donc en s'identifiant au personnage de Tituba, mais aussi des événements historiques, des choses qui se sont vraiment passées, et également des témoignages d'esclaves, de personnes à l'époque, et qu'elle a aggloméré pour essayer d'imaginer au plus près ce qu'aurait pu être la vie de Tituba à cette époque-là. Voilà. Encore une fois, très bien écrit, histoire très intéressante, même quand on connaît le procès des sorcières de Salem, il n'y a pas, si vous voulez, de redite, on ne se retrouve pas dans une espèce de répétition. Voilà, donc très sincèrement, encore une fois, une très très bonne lecture, et qui revient un petit peu sur les thématiques, effectivement, de tout ce qui est esclavage, etc., dont je parlais un petit peu plus haut, et qu'effectivement, qu'on retrouve un petit peu avec la condition des Noirs, même une fois que ça a été terminé. Voilà, et qui malheureusement jusqu'à nos jours a des conséquences bien entendu moins importantes qu'à l'époque, mais qui permet aussi de comprendre où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui. Et on va terminer avec mes déceptions. Alors pareil, hein, j'ai pas eu non plus beaucoup de déceptions, vous me direz tant mieux, hein, comme ça. Mais effectivement, j'en ai quand même eu quelques-unes, dont Conan le Cimérien. Il s'agit de l'adaptation en BD, hein, pas du tout du roman, du recueil de nouvelles, qui pour l'instant me plaît beaucoup. Et par contre, dans la bande dessinée, j'ai eu un petit peu de mal parce que j'ai trouvé effectivement que ça s'attardait beaucoup trop sur les aspects qu'on reproche aujourd'hui à l'auteur, alors que l'histoire avait quand même un petit peu plus de substance que ça. Même si moi je trouve par rapport à d'autres histoires, alors je l'ai peut-être mal choisi, mais justement parce que je trouvais qu'elle avait moins de substance, donc je voulais savoir comment elle avait été adaptée et savoir si éventuellement j'avais raté quelque chose, mais non, pas vraiment. Voilà, alors les scènes qui étaient un petit peu plus intenses, un petit peu plus intéressantes ont été très raccourcies, et les scènes sans grand intérêt avec la demoiselle qui court les fesses à l'air dans la glace, bon bah ça forcément ça on en a des pages, voilà. Donc bon, je trouvais que ça renforçait un petit peu justement l'idée qu'on se fait de ce type d'ouvrage, alors que j'ai découvert en lisant plusieurs nouvelles que c'était quand même beaucoup plus intéressant que ça, voilà. Donc en ça, c'était une déception. Mes déceptions sont toutes des graphiques, voilà. Et on va passer à un autre qui est de Junji Ito, et c'est Remina. Alors, comme d'habitude, Junji Ito, par contre, j'aime beaucoup les graphismes, donc ça, y a rien à dire. Et Remina, je n'ai pas trouvé l'histoire trop mauvaise en soi. Je l'ai trouvé juste un petit peu trop porte-nawak au bout d'un moment, voilà, parce que autant j'ai bien aimé le début, autant je trouvais que il y avait des moments où on sautait d'une scène à l'autre un petit peu n'importe comment, ça faisait un petit peu genre ah tiens, il y en a un qui me poursuit, paf, je tombe du toit, mais tout va bien, je reste entier, paf paf, allez, je vais aller là, et puis en 3 pages en fait on a fait 15 km de long, limite on a des pouvoirs magiques, enfin c'était un truc un petit peu bizarre, voilà. Donc c'est vraiment ça en fait que j'ai à lui reprocher, parce que autrement, bon, bah, c'était quand même rigolo à lire, hein, mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai lu jusqu'à maintenant de lui, c'était un petit peu n'importe quoi, voilà. On retrouve toujours le côté malaisant, le côté un petit peu chelou de ses dessins, des visages, des choses comme ça, donc ça j'aime beaucoup. Il y a des scènes aussi, bon il y a toujours des scènes un peu cracra, donc ça bon bah forcément c'est pour ça que je lis, j'aime bien, mais en tout cas si quelqu'un veut démarrer avec Junji Ito, commencez pas avec ça, parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà, donc évitez. Et je vais finir avec ma plus grosse déception de l'année.
qui était Ravage, l'adaptation bande dessinée. Alors, pourtant, c'était un roman. Alors après, Barjavel apparemment est problématique, mais moi je sais pas, je l'ai lu il y a longtemps et j'avais beaucoup aimé. Puis surtout, il m'a beaucoup marqué parce que c'était la toute première fois que je lisais un livre post-apocalyptique. Et puis à l'époque, je lisais très très peu de science-fiction, pour pas dire pas beaucoup. Et il m'avait beaucoup marqué parce que je n'avais encore jamais vu ou lu d'histoire en fait dans ce type d'idées comme ça, très pessimiste, très enfin assez particulière. Et c'est vrai que du coup je m'étais dit bon bah l'adaptation ça peut être sympa, puis au pire bon si c'est sans plus, comme l'histoire elle est bonne, ils vont quand même prendre des parties, donc ça au pire ça sera moyen. Pas du tout, pas du tout. Les dessins je les ai trouvés pas terribles. Parce que je n'arrivais à reconnaître et à différencier quasiment aucun personnage. Ils se ressemblent tous, ils ont tous la même tête. Et puis au niveau de l'histoire, je trouve que ça a été bâclé. Ils ont, là aussi un petit peu comme dans Conan le Cimérien, mais en 10 fois pire. Ils ont enlevé, ou en tout cas raccourci, tout ce qui faisait intérêt pour l'histoire. Ils ont rallongé des parties qui étaient complètement inutiles ou sans intérêt même dans le livre. Et puis surtout, la conclusion qui était justement je veux pas donner la fin pour ceux qui n'ont pas lu Ravage, mais la conclusion justement qui laisse un sentiment très particulier après avoir lu tout ce livre, quelque chose vraiment on va dire un sentiment un peu spécial. En fait, il la donne dès le début. Voilà. Donc voilà, donc ça m'a un petit peu gonflé. Le premier tome était vraiment moyen. Déjà parce qu'effectivement de donner la fin au début, j'ai trouvé ça un petit peu, enfin j'ai pas trouvé ça très intelligent. Surtout que si ça avait été parce que ça apportait quelque chose à l'histoire, oui, mais ça n'est pas le cas en fait. Là, au contraire, ça l'enlève. Et après, le développement de l'histoire était beaucoup trop attaché aux deux personnages principaux qui sont amoureux et l'autre qui est tout en train de sauver sa belle et machin. Puis ils font que ça pendant tout le truc. Et le tome 2 et le tome 3, c'est la même chose. Bon, à un moment... j'ai envie de dire, vas-y, développe l'histoire. Parce qu'en tout cas, après, je l'ai lu il y a très longtemps. Et est-ce que vraiment l'histoire c'était que ça? Je ne pense pas, mais moi j'ai retenu toutes les autres parties, mais pas celle-là. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est moi effectivement qui a un petit décalage à ce niveau-là, ou mais en tout cas moi personnellement je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Comme j'ai dit, le premier tome était moyen. Sur Babelio, j'ai noté le premier tome 2 étoiles, je crois, ou 2,5, enfin un truc dans le genre. Ah non, j'en ai mis 3 quand même. J'en ai mis 3, j'ai pas été trop mauvaise. Tome 2, 1 étoile. Tome 3, une demi-étoile. À ce stade-là, j'en avais ras-le-bol. J'avais juste envie que ça se termine. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo bilan vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour le décor complètement naze. Si à la limite le mur était vert, j'aurais pu mettre un petit fond, un petit machin, mais bon. Et alors, on va garder la toute dernière partie pour faire une petite devinette seulement pour ceux que ça intéresse. Donc les autres, vous pouvez éteindre le machin. La meuf, elle est dans les années 50 encore à tourner les boutons de la télé. Bref, pour ceux qui veulent savoir où j'ai déménagé. Alors, je vous rassure, je suis toujours au Japon, ça ne change pas. Mais j'ai changé de région, j'ai changé de ville, bien entendu, si je changeais de région, forcément. Je ne suis plus du tout là où j'étais avant, et ça va en réjouir certains, puisque du coup, comme vous le savez déjà, je râlais très souvent parce que j'étais dans une ville industrielle, donc moche, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, tout était toujours fermé tout le temps, il n'y avait aucune activité. Pour aller dans la nature, il fallait prendre 36 trains et bus, donc juste pour aller dans un coin pas trop loin, ça prenait 3 heures. Voilà, donc c'était... En plus de ça, c'est le coin le plus chaud du Japon. Voilà, donc quand on n'aime pas la chaleur, forcément, c'est moyen. Donc, je me suis débarrassée d'une partie de ces choses-là. Et eh bien écoutez, pour vous donner quelques indices, je vais donner des indices de plus en plus faciles. Comme ça, ceux qui veulent essayer de deviner dès le début, vous pouvez. Et puis si vous voulez, si effectivement vous n'avez pas une très grande connaissance de la géographie japonaise, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc c'est pour ça que je vous donne des choses un petit peu plus précises. Voilà. Alors cette région a plusieurs particularités. L'une d'entre elles, qui moi me plaît beaucoup, et que non seulement elle a beaucoup de choses à faire et à voir, mais qu'elle est très peu touristique. Autant par les Japonais, mais surtout par les étrangers. Donc ça, je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant pour les prochains vlogs. Sinon, c'est une région qui a certains des festivals les plus courus en été.
puisque en général mi-août, de mi-juillet à mi-août, c'est là qu'il y a tous les festivals d'été au Japon, et c'est en tout cas ici il y a le festival qui reçoit le plus de monde de l'ensemble du pays, donc je ne vous donnerai pas le nom bien entendu. Également, pour ceux qui aiment lire, n'est-ce pas, c'est-à-dire nous tous, c'est une région. Je fais attention avec une région pour ne pas donner en fait un très gros indice. C'est une région en fait qui est très fortement liée au roman d'un auteur japonais mondialement connu, que je suis sûre à 100% que vous avez déjà tous entendu le nom. Lu peut-être pas, mais entendu le nom, oui. Et cette histoire en fait raconte l'histoire d'un adolescent qui part de Tokyo pour aller explorer, voyager et qui va atterrir ici. Voilà. Et donc les 3/4 du roman se passent ici. Également, c'est une région et surtout la préfecture dans laquelle je suis qui est très connue pour l'art en règle générale, mais plus particulièrement pour l'art contemporain, puisqu'il y a une triennale où il y a des artistes nationalement, mondialement connus qui viennent pour faire des œuvres, des installations, des choses comme ça. Et donc tous les 3 ans, il y a ces œuvres, soit qui vont rester, soit qui vont changer, soit enfin ça se modifie au fur et à mesure, c'est-à-dire que le paysage artistique bouge en permanence. Maintenant, attention, je vais donner des indices beaucoup plus précis. Alors, cette région est essentiellement connue pour son pèlerinage des 88 temples. Voilà, déjà si avec ça, sans Google, j'aimerais bien que vous essayiez sans Google, par contre avec Google vous aurez trouvé tout de suite la région. Voilà, et la préfecture en particulier, alors je suis dans la préfecture la plus petite du Japon. Elle est très connue pour les udon. Vous savez, les udon, ce sont les nouilles très épaisses. Voilà, donc elles viennent d'ici et c'est vraiment, on les voit partout. Hein, et c'est resté très à l'ancienne. Donc les restaurants d'udon, c'est vraiment comme on peut s'imaginer le Japon d'il y a 50 ans, 100 ans. Donc ça va être très sympa à vous montrer ça aussi. Je me suis noté certaines petites choses pour être sûre de ne pas oublier. Et pour la ville dans laquelle je suis en particulier, c'est très connu pour avoir l'un des 3 jardins les plus célèbres du Japon. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'avec ça déjà je vous ai donné pas mal de choses. Je pense que ça va être très facile à trouver pour certains d'entre vous qui s'en sont déjà bien rapprochés. Et puis pour les autres, bah écoutez, déjà avec les derniers indices que je vous ai donnés, ça je pense que Google va beaucoup vous aider. Voilà. Entre les 88 temples, les udon et le jardin, je pense que vous allez... voilà. Par curiosité, essayez de me trouver la réponse avant d'avoir écouté tous les indices pour voir effectivement si vous arrivez à vous rapprocher. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous souhaite de très très bonnes lectures et puis je vous dis à très très bientôt parce que maintenant que je suis enfin installée, hein, bon j'ai encore des cartons partout, mais au moins je suis quelque part sans bouger. Je vais pouvoir vous faire des vidéos un petit peu plus régulièrement que ce que j'ai fait ces derniers mois. Voilà. Et sur ce, je vous dis très bonne année 2023 encore, je sais. C'est pas grave, on est en mars, on s'en fout. Mais puisque je fais le bilan 2022, moi je vous souhaite de très bonnes lectures pour 2023. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.